Leaders Masterclass est un lieu d'échange et de partage. Notre objectif ? Vous aider à mieux connaître les leaders et leurs histoires. Découvrir leurs engagements et la manière dont ils les concrétisent au sein d'entreprises qu'ils ont créées ou rejointes. Quelles histoires personnelles les ont amenés à défendre certains sujets plus que d'autres ? Comment ont-ils concrétisé leurs croyances dans le monde professionnel ? Vous le découvrirez dans le podcast Leaders Masterclass. Bonne écoute ! À l'occasion de cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Michael Loco, vice-président Afrique et Europe du Sud de Steelcase. Ingénieur centralien, Michael partage avec nous son histoire et les opportunités qui l'ont amené à être le leader qu'il est devenu aujourd'hui. Il souligne l'importance des rencontres et des mains tendues durant son parcours, mais aussi les défis que tout dirigeant doit relever au quotidien. Michael évoque également ses engagements autour de l'égalité des chances. Bon épisode. Bonjour Michael. Bonjour Mirabel. Peux-tu s'il te plaît te présenter en quelques mots ? Bien sûr, donc Michael Loco, j'ai 38 ans et je travaille depuis 10 ans chez Steelcase où je suis aujourd'hui vice-président pour l'Europe du Sud et l'Afrique. Alors moi j'étais un enfant turbulent, beaucoup d'énergie, même un peu trop parfois, beaucoup de mal à me concentrer. Donc il me fallait beaucoup de choses pour canaliser cette énergie. Donc comme tu l'as dit, j'ai fait de la musique, du piano pendant plus de 10 ans. Moi mon plaisir dans le piano, au début c'était plus le solfège en fait. Le fait il y avait un côté très scientifique avec les notes, la rythmique, respecter tout ça. Donc j'adorais. Et puis après le piano ça arrivait en plus, ça permettait de mettre en musique, c'est le cas de le dire, toute cette partition. C'était un des éléments importants, et quand je disais canaliser mon énergie, j'ai fait aussi pendant très longtemps du judo. Et je pense que d'ailleurs c'est ce qui m'a aidé à canaliser une bonne partie de mon énergie et à prendre des notions de concentration, des notions de aussi respect de l'autre, avec des règles, tout en se défoulant un maximum. Donc voilà un peu si on retourne un tout petit peu en arrière, mais quand je disais turbulent, oui, moi j'étais classifié comme hyperactif. J'étais du genre quand j'étais en salle de classe à me mettre debout et à chanter devant la classe. Je pouvais pas rester assis une heure d'affilée, c'était compliqué pour moi au collège, au lycée. Donc au bout d'un certain temps, j'ai eu cette chance d'être dans un établissement formidable qui comprenait ce genre de sujet et qui permettait de me défouler un peu comme je le voulais. Donc je sortais, je rentrais. J'avais un autre copain d'ailleurs qui s'appelle Michael, avec qui voilà, on avait besoin de sortir, donc on le faisait. J'ai fait en fait du CE2 à la terminale, j'étais dans un établissement qui était un établissement public, qui s'appelle le lycée franco-allemand, où donc, j'ai appris à la fois, je fais français et allemand, il y avait des cours en français, des cours en allemand. La particularité de cet établissement, quand je dis que c'est un établissement particulier, même s'il est public, c'est qu'il y a des conditions d'enseignement, avec le recul, je me rends compte que c'était optimal. On avait des cours de langue, on était à 14, c'était la moitié de la classe, les classes étaient maximum 25-28. Donc les professeurs nous connaissaient, nous accompagnaient, donc cursus extraordinaire. En première et en terminale, on avait les mêmes professeurs pour nous accompagner jusqu'au bac. Voilà, c'est beaucoup de chance d'avoir pu faire ça. Cette chance, je la dois en grande partie à mes parents. Ça mérite d'être connu. Et c'est vrai que c'est pas classique, mais je pense que c'est historique. Il y en a 3 en fait dans le monde de lycées publics franco-allemand, 2 en Allemagne et 1 en France. Celui en France est dans les Yvelines. Et voilà, après l'entrée se fait sur concours par contre, même si c'est public. Voilà, donc la chance d'avoir fait une belle scolarité là-bas. Et j'ai eu cette chance aussi, c'est que dans ce parcours-là, forcément, quand on est aussi bien accompagné, on apprend bien et voilà, on nous met dans d'excellentes conditions pour pouvoir réussir après. Alors c'est vrai qu'en plus, quand on est à cet âge-là, je ne sais pas, pour ceux qui nous écoutent,
comment ça se passe, mais quand on a 16-17 ans, ce qu'on veut faire dans la vie, on a des idées, mais ce que ça veut dire concrètement, voilà, on ne sait pas trop. Et moi, je me souviens encore de ma proviseure qui m'a dit « De toute façon, Mickaël, tu feras une classe prépa. » Voilà, donc moi, j'ai fait une classe prépa, bac scientifique. Ma spécialité, c'était les mathématiques. Et en France, quand on est bon en maths, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que... voilà, il y a une voie un peu élitiste. Je pense qu'il faut peut-être un peu changer. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir accès à des profs formidables, à des écoles top. Et voilà, ce qui m'a permis de grandir, parce que ce qui compte, c'est d'être bien entouré. Alors moi, j'étais à Versailles, donc c'était au lycée Hoche. Voilà, filière classique, MPSI, MP, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Mais voilà, c'était cette filière-là, donc complètement classique. Moi, ma chance, c'est que forcément, venant d'un établissement franco-allemand, tout ce qui était langue étrangère, c'était plus un avantage par rapport à beaucoup d'autres. Je voulais être pilote, c'était un de mes rêves, et donc il y avait Supaéro que je visais, et puis après, on regarde un peu, bien entendu, l'X, c'est quand on est en prépa, c'est le Graal avec. Non, il y a l'X et le NS aussi. Ouais. Après, voilà, comment choisir ? Après, on fait en fonction des résultats, des concours. Donc ça, c'est, on va dire, pas la loterie, parce que forcément, il y a un classement qui est fait, mais et après, on prend les décisions en fonction de là où c'est, ce qu'on veut faire dans la vie. Voilà. Pourquoi je me suis engagé dans la vie associative ? Parce que j'avais envie, moi j'aime les gens, j'aime partager, et j'aime organiser en fait. Et maintenant que tu m'en parles, je pense que c'est quelque chose en moi, voilà, j'aime faire plaisir aux gens aussi, mais pour faire plaisir aux gens, pour emmener les gens là où on veut, il faut toujours bien préparer. Et moi, ce qui m'a toujours frustré, c'est que sur certaines choses, je trouvais que c'était préparé un peu à la va-vite. Ils me disaient, mais là on peut faire mieux, là on peut faire bien. Et ça, en fait, ça a commencé dès la prépa, où j'ai intégré, je me souviens encore, l'organisme qui organisait des soirées de prépa. À la veille de chaque vacances, le vendredi, il y avait les soirées APH. Et donc dans ces soirées APH, il y en avait une avant chaque vacances scolaires. Et là, c'était le défouloir total. C'était près de 1000 personnes. Ou même, c'est des soirées connues, on va dire, dans toute l'Île-de-France, parce que ça drainait vraiment d'autres prépas, d'autres écoles. Et en fait, la première année, j'ai participé en tant que membre de la prépa. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas organiser les événements moi-même, et donc avec une équipe. Donc j'ai fait partie du bureau, et c'est vrai que l'adrénaline de préparer, de voir les gens arriver, de voir les gens contents, les gens passer un bon moment. Et puis après aussi, ce qui est intéressant, c'est la fin de ces moments-là où tu te retrouves avec les équipes, les gens ont passé un bon moment, mais après il faut balayer, il faut nettoyer. Voilà, donc ça c'est des moments où je me suis rendu compte que ça construisait aussi une équipe. Et donc voilà, et en fait j'ai continué dans cette voie-là, toujours à vouloir surprendre les gens, faire différemment, et d'essayer d'emmener les gens avec moi. Quand je fais Centrale, le plus difficile c'est d'y rentrer. Après la sortie c'est quand même beaucoup plus simple. Et c'est 3 ans de bonheur, hein, où on découvre, où on relâche. Et puis donc il y a cette partie-là, mais il y a aussi après ce qu'on fait, les professeurs qu'on rencontre, les matières, est-ce qu'on peut y faire. Et puis après c'est les premiers pas dans la vie professionnelle aussi, les premiers stages. Les premières réflexions de qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, dans quelle direction je veux aller. Et encore une fois, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est des rencontres. Je pense que moi, ma carrière, elle s'est lancée grâce à un stage d'été que j'ai fait. Alors, c'était pendant la prépa même. L'été, bien sûr, il y a 2 mois de vacances. Donc, il faut travailler, il faut partir en vacances, mais après, pour partir en vacances, il faut avoir de l'argent, et donc il faut travailler.
Et là, très naturellement, j'ai eu cette chance de faire... c'est la BNP qui a embauché des auxiliaires d'été. Et, voilà, donc, et là, j'ai rencontré en fait mon premier employeur, alors que j'étais encore en prépa. Mais c'est vraiment par hasard une dame formidable et avec qui ça s'est très bien passé. Et moi, comme j'étais un peu geek, je les avais aidés sur des sujets très particuliers. Elle dit: ah, Mickaël, toi, le jour où tu cherches un stage ou tu cherches quelque chose, reviens me voir. Et 3 ans après, quand je cherchais mon stage de fin d'études, je suis venu la voir. Elle avait évolué dans la banque et voilà, c'est comme ça que j'ai eu mon premier stage et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier employeur puisqu'il m'a embauché après coup. Moi, ma spécialisation, c'était les systèmes d'information et après mathématiques algorithmiques, théorie du chaos, toutes ces choses-là. Donc le côté geek, il vient parce que voilà, j'aime les chiffres, j'aime les maths et voilà. Et dans la banque, en fait, aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, mais déjà à l'époque, ce qui primait, c'est le côté système d'information, qui est très prégnant. Mais surtout, ce côté geek, je l'avais depuis tout petit, parce que moi, je prenais l'ordinateur de mon papa, des vieux ordinateurs Windows, et je programmais mes propres jeux pour jouer moi-même. D'ailleurs, en le disant, ça fait un peu bizarre de dire qu'on joue à ses propres jeux qu'on programme, avec est-ce que tu veux aller à droite ou à gauche, tu tapais gauche, et puis tu avais une autre phrase. Voilà, donc c'était des programmes tout basiques, et j'ai fait ça pendant longtemps, donc à 12 ans, 13 ans, 14 ans, donc c'était tout naturel que je fasse ça, et même dans mes études, en école. Et après, j'ai intégré la banque. Alors là, c'était plus parce que je me suis dit, je ne savais pas quoi faire. Je dis, dans la banque, je pourrais potentiellement utiliser ça. Et cette personne que j'ai rencontrée pendant mon stage d'été m'a proposé ce poste-là, mais qui en fait utilisait peut-être 10% de mes capacités de ce que j'avais appris. Donc là, c'était dans un domaine de gestion de crise. Le travail, c'était de travailler sur tous les incidents majeurs de la banque avec le comité de direction. Donc ça demandait à la fois la réactivité, une grande capacité d'adaptation, donc connaître tous les sujets. Les sujets, ça pouvait être un hackage informatique, tout comme une prise d'otage ou un effondrement de bâtiment. Donc c'est vraiment des choses complètement différentes et donc qui demandaient une adaptation d'esprit. Non, j'ai pas voulu aller en salle de marché, alors j'ai pas cherché à y aller non plus. Mais je pense qu'intellectuellement, c'était beaucoup moins stimulant que ce que j'ai pu faire. Et le défi, la diversité étaient bien plus intéressantes dans les équipes de gestion de crise, à mon avis. Après, j'ai pas fait directement, donc je peux pas vraiment comparer, mais je sais pas si j'avais commencé par ça, peut-être que j'aurais trouvé ça différent, mais en tout cas, c'est pas le cas. Je suis arrivé dans la banque avant Lehman Brothers, donc j'ai vécu Lehman Brothers, j'ai vécu la crise des subprimes, j'ai vécu le tremblement de terre au Japon, j'ai vécu, alors ça peut paraître un peu bizarre, mais le côté également, en Côte d'Ivoire, il y avait 2 gouvernements à un moment donné qui s'étaient formés. Et quand on est une banque, on doit se poser ce genre de questions. C'est-à-dire qu'une banque est adossée à un gouvernement, et donc quand on est en soutien, dans ce cas-là, on se met vers quel gouvernement, donc droit de retrait, enfin, il y a plein de choses. Voilà, donc pas mal de choses, des belles aventures, des moments un peu plus difficiles aussi, parce que parfois c'est très intense. Hein. En fonction des situations, il y a des choses plus ou moins sympas. Ce qui se passe en Russie actuellement, c'est triste. En Russie, en Ukraine, à partir du moment où on parle de guerre, on se dit waouh, est-ce que c'est encore possible au XXIe siècle ? Moi j'ai des collègues qui sont en Russie, des collègues qui sont en Ukraine, donc au-delà de l'impact business que ça peut avoir, c'est compliqué, et je sais aussi que je pense que dans toutes les sociétés actuellement, même dans la nôtre, il y en a qui réfléchissent à comment est-ce qu'on gère cette situation-là. Je pense que c'est une des choses que j'ai apprises en travaillant en gestion de crise. Ceux qui gèrent le mieux les crises, en fait, toutes les crises, à tout problème, il y a toujours une solution. Et on me dit souvent, Mickaël, t'es jamais stressé.
Parce que c'est vrai que j'ai été, depuis que j'ai commencé, soumis à des fortes pressions et j'ai appris à gérer. Mais là où il y a eu souvent de la pression, où on sent que l'ambiance est beaucoup plus lourde, c'est quand on parle de l'humain et quand il y a des enjeux humains. Un virus informatique, oui, vous perdez des millions, vous perdez votre outil de production, ça vous embête. Mais finalement, il y a toujours des solutions. Et oui, on s'en sort. Quand vous avez des gens qui sont sous des bombardements, quand vous avez des gens qui sont pris en otage, là je peux vous dire que vous réfléchissez différemment et que la pression est vraiment différente. Et je pense que cette notion d'humanité, moi je trouvais ça bien, c'est ça que je trouvais bien, c'est que finalement on se rend compte que dans toutes nos activités, il y avait quand même l'humain qui était quelque part au centre de ce que l'on faisait. Et c'est ce que j'appréciais sur ce genre d'activité. Et avec les différents leaders que j'ai pu côtoyer, c'est de voir que quand il y avait de l'humain en jeu, l'attention était peut-être différente. Alors le passage de la BNP chez Steelcase, c'est un passage intéressant parce qu'encore une fois, c'est des rencontres. Et donc on est venu me chercher en me disant, en fait on s'était croisés sur un projet commun. Et après on m'a proposé de rejoindre l'entreprise. Moi je me suis dit, soit je continue dans la banque ou je vais dans une entreprise que je connais pas, un métier que je connais pas. Je sais pas combien d'auditeurs connaissent Steelcase, mais c'est un métier de niche et en plus pas très connu du grand public. Et moi j'ai été passionné par les personnes que j'ai rencontrées dans l'entreprise, de par leur discours, de par tout le savoir et surtout c'est une entreprise qui est tournée autour de l'humain. Et tout ce qui est fait, on fabrique du mobilier de bureau, on crée des espaces de travail, mais tout est fait pour que l'humain puisse performer. Et là, c'est vrai que c'était une dimension. Alors dans la gestion de crise, on résolvait des problèmes, mais après en termes de culture d'entreprise, en termes de réflexion, c'était complètement différent entre les deux entreprises. Donc je me suis dit, écoute Mickaël, t'es jeune, au pire tu reviens dans la banque si ça se passe pas bien. Et 10 ans après, je suis toujours là. Alors mon évolution chez Steelcase, elle s'est passée petit à petit. Voilà, j'ai pu évoluer. Je pense que c'est une entreprise où on valorise les compétences, les résultats, et on fait fi, on va dire, de certains clichés qu'on peut avoir. Et il y a une notion aussi de confiance qui est accordée. Alors ça dépend du leader, ça vient du leadership, de la culture d'entreprise. Et c'est vrai qu'on m'a fait confiance. Ce qui importe, c'est pas tant le titre. Parce que moi, j'ai rarement fait attention à ce que ça voulait dire. Et aujourd'hui, je ne réalise pas encore. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que dans certaines cultures, dans les entreprises, ça joue énormément et ça change le regard des gens. Et je vais vous donner un exemple. C'est entre le Mickaël qui est rentré il y a 10 ans et le Mickaël aujourd'hui, j'ai appris, j'ai évolué, j'ai grandi, mais j'ai pas l'impression que fondamentalement j'ai changé dans le sens où je fais des blagues, je rigole avec les gens. Et pourtant, je me suis rendu compte que quand j'ai évolué dans l'entreprise, en fait, l'écosystème autour de moi avait peut-être un peu évolué. Un exemple très concret là-dessus, moi j'aime bien, j'ai toujours travaillé avec mes collègues, avec tout le monde, avec toutes les équipes. Donc on a une culture assez ouverte, donc je m'assois dans les espaces ouverts. Mais je me suis rendu compte que quand j'ai évolué, quand je m'asseyais quelque part, les gens venaient peut-être moins naturellement, ou se posaient plus les questions, ou parfois j'étais tout seul. Chacun vit son leadership et prend l'autonomie. Alors bien sûr, il y a des règles d'entreprise, bien sûr des cultures d'entreprise différentes. Je pense qu'il y a tout de même une véritable autonomie à partir du moment où les règles sont claires et vous pouvez jouer dans un cercle, dans un champ bien défini. Donc là-dessus, moi je suis persuadé qu'il y a de l'autonomie. Pour ce qui est de la solitude, c'est pas tant d'être vraiment seul. En fait, cette solitude, je pense qu'elle vient du fait que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, même ce que vous portez, c'est regardé, décrypté, analysé. Donc le jour où vous faites quelque chose de différent, les gens vont se demander mais pourquoi c'est différent ?
où le jour où vous souriez ou vous souriez pas, les gens vont se dire « Ah, c'est une mauvaise nouvelle » ou « Ah, il y a une bonne nouvelle ». Donc tout est toujours analysé, donc ce qui fait qu'il y a forcément un détachement et un recul qui doit être pris par rapport à tout ça. Et voilà, donc après certains le vivent très bien, d'autres ont du mal, et c'est quelque chose que l'on doit apprendre. Et c'est vrai que voilà, ça a un impact, on a un impact beaucoup plus important que ce qu'on le croit sur les gens. Et même quand vous ne parlez pas. Quand vous ne dites pas ou quand vous ne parlez pas, les gens ils vont le voir et c'est amplifié. Donc voilà, ça focalise encore plus l'attention sur vous. Est-ce qu'on doit avoir deux univers parallèles ? Non. Je pense que ce que les gens regardent justement, c'est l'adéquation entre ce que vous dites et ce que vous faites. Il faut qu'il y ait une vraie cohérence. Si vous dites il faut qu'on soit une compagnie innovante, il faut qu'on soit bienveillant avec nos clients et que vous n'êtes pas bienveillant avec vos collaborateurs, avec vos équipes ou avec vos clients, ça ne marchera pas. Donc je pense que c'est pas le fait d'avoir deux univers, c'est vraiment une adéquation entre ce que vous dites, ce que vous faites. Donc il faut, au contraire, il faut qu'il y ait une vraie cohérence par rapport à tout ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a un impact sur la manière dont vous travaillez, dans ce que vous faites, dans comment vous le faites. Voilà. Et la difficulté, c'est qu'il faut rester le plus proche possible, et moi, alors ça c'est ma vision, de qui on est vraiment, tout en ayant conscience que voilà, ça peut avoir des conséquences sur les personnes et elles peuvent l'interpréter d'une certaine manière. Et c'est ce fait d'être le plus proche de qui on est tout en étant un véritable et un bon leader, c'est là où voilà, ça peut créer une difficulté. Moi, je me suis jamais défini en tant que leader noir ou issu de la diversité, mais je suis conscient que je suis issu de la diversité. Je ne l'ai jamais caché, d'ailleurs je ne peux pas le cacher. Ça, c'est ce genre de choses qui se cachent pas. Mais mon combat, c'est pas celui du... En fait, je détesterais apprendre que je suis devenu celui que je suis devenu parce que je suis issu de la diversité ou parce que je suis noir. C'est avant tout parce que je suis Mickaël, parce que je suis capable. Et c'est comme ça que je regarde, je parle avec les équipes, je regarde les gens. Oui, la diversité c'est important. Oui, il y a des vrais problèmes structurels à résoudre dans notre société. Mais c'est pas en se focalisant juste là-dessus qu'on va y arriver. Donc c'est un vrai sujet. Mais je ne suis pas un porte-drapeau. Par contre, je suis conscient que je suis regardé comme tel. Donc c'est et voilà, et après j'ai pas à rougir, quand il faut en parler j'en parle, donc voilà. Moi les causes que je défends, je pense que tout le monde doit avoir pour le coup la chance que j'ai pu avoir, et je suis conscient que tout le monde n'a pas forcément la même chance. Il y a beaucoup d'études qui montrent que en fonction du parcours que l'on a fait, en fonction de l'entourage là où on est né, il y a une espèce de fatalité qui vous emmène dans une direction ou dans une autre. Et moi, voilà, j'ai envie de casser un peu ça. Et c'est pas parce qu'on est né dans telle région ou qu'on a tel nom ou qu'on est issu de telle diversité qu'on peut pas y arriver. Donc ça, c'est vraiment pour ce genre de combat-là que je m'engage. Et aussi pour redonner aussi tout ce que j'ai reçu de la part de la société. Moi, j'ai fait des études toute ma vie, tout a été gratuit, j'ai rencontré de super profs, des super personnes, j'ai jamais rien payé. Donc je me dis, comment est-ce que je peux redonner à la société ? Et là, on parle de la société française, même si après j'ai étudié un peu partout, j'ai voyagé, j'ai eu la chance de travailler à l'étranger. Mais comment est-ce que je peux redonner aussi ce que j'ai reçu ? Parce que, alors on a beau décrier plein de choses et on sait que on a tendance à faire beaucoup de French bashing sur beaucoup de choses qui vont pas. Mais franchement, voilà, moi j'ai eu de la chance, c'est extraordinaire et je veux le redonner. Donc moi quand j'étais à un moment en école ou en prépa, je donnais des cours, mais je donnais des cours gratuits.
D'ailleurs, c'était toujours intéressant quand j'expliquais aux gens que c'était gratuit, ils cherchaient où est l'arnaque, qu'est-ce qui ne va pas. Et en fait, moi, ça me permettait de choisir des gens qui étaient vraiment motivés, qui en avaient vraiment besoin. Voilà. Et après, donc là, dans différentes associations, sur des personnes qui sont en difficulté, soit scolairement, ou soit qui ont eu des parcours de vie compliqués, aussi, voilà, ce genre de choses-là sur lesquelles je m'engage. Donc, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Je pense que tout le monde peut avoir une chance de réussir. Il faut juste avoir la bonne main tendue au bon endroit, au bon moment. Ça peut faire la différence, ça peut changer une vie. Pour la suite de ma carrière, moi, ce que je vois, c'est avant tout prendre du plaisir dans ce que je fais. Que je sois vice-président, président ou pas. Moi, ce que je veux, c'est avoir du plaisir, travailler avec des gens avec lesquels je m'entends bien, j'ai envie. Je sens que je peux apporter quelque chose. Donc c'est pas tant mon objectif, c'est pas forcément d'évoluer vers le haut ou vers le bas. C'est vraiment de prendre du plaisir et de pouvoir mettre mes compétences là où je peux apporter le plus. Donc c'est vraiment ça qui m'anime. Moi, le jour où je m'amuse pas, le jour où je m'éclate pas, ou le jour où je me dis le matin en me levant j'ai pas envie d'y aller, ça veut dire qu'il faut que je change de métier, il faut que je change d'entreprise. Les gens le ressentent. Quand vous êtes fatigué, quand vous n'êtes pas motivé, quand vous avez plus cette petite flamme au sein de vous, et ben ça se ressent. Et ça a un impact aussi sur l'impact que vous pouvez justement avoir pour les autres. Un conseil, c'est il faut être... quand on a des gens bienveillants qui vous aident et qui nous inspirent, je pense qu'il faut les suivre. Il faut écouter un peu d'un point de vue émotionnel ce qu'on dit, parce que c'est ces gens-là qui vont vous aider à grandir. Donc ça, c'est vraiment un premier conseil. Ensuite, le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, donc il faut se battre. Parfois, c'est dur, mais il ne faut pas baisser les bras, parce que je pense qu'au bout de... Voilà, le travail, moi je suis convaincu que le travail, ça paie toujours. Même si on ne le voit pas tout de suite, il y a vraiment une conséquence. Et puis après, si je devais donner un conseil aux leaders de demain, c'est de ne pas le faire en voulant devenir leader. Je pense qu'on le devient naturellement et ça se construit. Mais avoir juste comme objectif de devenir leader, je pense qu'on ne leur reste pas grand-chose. Donc il faut avoir vraiment autre chose qui vous anime, un sens... Parce que sinon après on tombe dans ce qu'on appelle... C'est intéressant parce que quand on parle de leader, beaucoup ont des choses en tête qui se combinent plus avec le manager. Alors que leader c'est quand même quelque chose, il y a des notions en plus, voilà, c'est pas juste de gérer des tâches, il y a le côté inspirationnel, il y a le côté visionnaire. Et ça se décrète pas comme ça se travaille, c'est en étant curieux, en regardant autour de soi, en s'intéressant aux autres aussi. Donc c'est ce que je pourrais partager. Merci Michael pour cet échange franc et clair. Merci.